Imaginons un pays qui abrite la capitale de l'Union européenne. Un pays qui donne régulièrement des leçons de bonne gouvernance sur la scène internationale, mais qui, en réalité, se classe derrière le Kazakhstan en matière de droit à l'information. Ouais, le contraste c'est frappant. Puis un pays dont l'État refuse ouvertement d'exécuter plus de 11 000 décisions de justice émises par ses procureurs tribunaux. On pourrait penser qu'on parle d'une jeune république instable ou d'un régime autoritaire, mais pas du tout. On parle de la Belgique. Ben c'est ça qui est capoté. Parce que quand tu regardes la vitrine officielle, on voit le cœur battant de l'Europe, un modèle mondial de compromis diplomatique. Ouais. Mais quand on se plonge dans les flappants versants des rapports de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, puis de plusieurs chercheurs universitaires, ben l'image qui se dessine en coulisses est vraiment différente. C'est une mécanique institutionnelle qui montre des signes profonds de déraillement. Et c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On a devant nous une pile impressionnante de documents officiels puis d'enquêtes de la société civile. Fait que l'idée, c'est pas du tout de faire le procès d'un pays ou tomber dans le sensationnalisme, là. Non, vraiment pas. L'objectif, c'est de comprendre l'anatomie d'une dérive. Comment une démocratie sophistiquée peut-elle, étape par étape, s'isoler de ses propres lois sans qu'il y ait jamais de coup d'État ou de rupture brutale? On va tracer ça ensemble, en partant d'une faille démocratique qui est devenue presque tolérée par la population, jusqu'à arriver à des affaires qui frôlent carrément le concept d'État voyou. Puis ce qui est particulièrement fascinant dans ce dossier-là, c'est que l'infrastructure juridique de la démocratie, ben, elle est toujours là. Les murs sont encore debout. Exactement. Le bâtiment du Parlement est ouvert, les élections ont lieu normalement, les rituels politiques sont respectés, mais le système d'exploitation, le logiciel qui fait tourner cette machine-là a été entièrement remplacé. Puis pour bien comprendre cette mutation, il faut vraiment commencer par la base du système, soit le mythe de la représentation parlementaire. Absolument. Fait que, allons à la source. Dans la Constitution belge, à l'article 42 pour être précis, on garantit ce qu'on appelle le mandat libre. L'idée fondatrice, c'est qu'un député élu représente la nation tout entière, pas juste son parti. C'est ça. Il est censé siéger au Parlement puis voter selon son âme et conscience, sans recevoir d'ordre direct de personne. C'est la base de la démocratie, tu sais. En théorie, oui. La Constitution l'exige. Mais les chercheurs qui ont épluché les données de vote au Parlement belge ont mis en lumière une réalité mathématique assez implacable. Ouais, j'ai vu les chiffres, c'est fou. Lors des votes cruciaux, la cohésion de vote imposée par les partis politiques atteint 99,7 99,7 C'est presque un score soviétique, ça. Mais attends, je veux me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Dans n'importe quelle démocratie parlementaire, que ce soit à Ottawa, à Londres ou à Paris, il y a une ligne de parti, c'est normal. Les élus font campagne sur un programme commun, fait que c'est logique qu'ils votent ensemble. En quoi ce 99,7 en Belgique est si alarmant? Bien, c'est vrai que la ligne de parti existe partout. Mais la différence ici, c'est le pouvoir absolu et coercitif des états-majors politiques. C'est ce qu'on appelle la particratie. OK. En Belgique, le système électoral est fait de sorte que les présidents de partis ont un contrôle quasi monarchique sur les listes électorales. Fait que si un député décide d'utiliser son fameux mandat libre pour voter contre une consigne, la sanction est immédiate. Il se fait jeter dehors. Il sera juste pas sur la liste aux prochaines élections ou alors relégué à une place inéligible au bas de la liste. Sa carrière est terminée sur le champ. Fait que, dans le fond, le Parlement est littéralement neutralisé. C'est plus une place de débat où on se convainc les uns les autres, c'est juste une chambre d'enregistrement. Exactement. Mais si les décisions se prennent plus par les élus dans l'hémicycle, elles se prennent où d'abord? Bien, elles se prennent dans une structure qu'on appelle le cairn. C'est le Conseil des ministres restreint qui regroupe le premier ministre puis les vice-premiers ministres. Mais dans les faits, ce cairn-là est complètement téléguidé par les présidents de partis. Les fameux présidents? Oui. Ces présidents-là n'ont parfois même pas de mandat gouvernemental, ils n'ont pas prêté serment comme ministre, mais c'est eux qui détiennent les clés du pays. Ils négocient tout. Le budget, les réformes, les nominations. Puis ce qui m'a complètement jeté par terre en lisant nos sources, c'est que ce fameux cairn-là, le centre névralgique de l'État, mais il n'y a aucune existence légale. Hein? Non, aucune? Il est mentionné nulle part dans la Constitution. C'est, genre, on dirait une immense pièce de théâtre. Les députés sont juste des acteurs qui récitent un script, puis ce script-là, ben, il est écrit en secret par des metteurs en scène enfermés dans une loge VIP sans fenêtre.
L'image de la loge sans fenêtre est vraiment bonne. Puis c'est documenté, tu sais, le CAR ne produit aucun procès-verbal public. Il n'y a aucune trace officielle de qui a dit quoi ou de comment les compromis ont été atteints. C'est de l'opacité pure et dure. Puis ça crée des anomalies immenses. Donne-moi un exemple. Ben, si on prend la récente formation du gouvernement fédéral, la coalition Arizona, le CARN s'est retrouvé composé exclusivement d'hommes. Mais voyons donc, en plein 21e siècle, 0 femme dans le véritable organe décisionnel alors qu'on a des gouvernements paritaires partout ailleurs. 0. Puis au-delà de la représentativité, ce système de négociation à huis clos là, engendre des paralysies qui battent des records mondiaux. Tu sais, on a vu le processus de formation du gouvernement de Bruxelles s'étirer sur 613 jours. Attends, 613 jours pour former un gouvernement. Comment tu peux survivre presque 2 ans sans exécutif? C'est capoté. C'est le résultat du millefeuille institutionnel belge. Pour protéger les équilibres linguistiques entre francophones puis néerlandophones, la loi exige des majorités dans chaque groupe. Fait que si un président de parti refuse de s'asseoir à la table du cairn, tout bloque. Ouais. Puis c'est là que le problème devient systémique, quand tu concentres autant de pouvoir dans les mains de quelques individus qui négocient dans l'ombre, cette structure-là développe une allergie naturelle à la transparence. Fait que ça nous amène directement à la deuxième étape de notre plongée, parce qu'on s'entend quand les décisions se prennent dans le noir absolu, ça finit par se voir sur les radars internationaux. Absolument. Puis j'ai trouvé une donnée dans nos rapports qui est juste incroyable. Il y a un indice mondial qui évalue le droit à l'information, le RTI Rating. Bien, sur 136 pays évalués, la Belgique est 119e. C'est très bas. C'est derrière le Kazakhstan. Derrière des pays qui viennent tout juste d'adopter la démocratie, comment un pilier de l'Europe peut se retrouver dans les bas-fonds de même? Bien, ça s'explique par le refus obstiné des élites politiques d'adopter des normes de transparence modernes. Puis les instances européennes le voient très bien. C'est là qu'entre en scène le GRECO. Le GRECO. Ouais, c'est le groupe d'États contre la corruption rattaché au Conseil de l'Europe. Leur job, c'est d'évaluer les pays puis de faire des recommandations pour prévenir la corruption. Normalement, un pays occidental ajuste ses lois après quelques remarques. Mais la Belgique a tellement résisté qu'elle a subi l'activation répétée de la règle 32. La règle 32. Ça sonne vraiment comme le gros bouton panique rouge dans le vocabulaire diplomatique. C'est exactement ça. C'est la procédure de non-conformité par excellence. C'est rarissime pour un État mature de subir ça. En gros, le Conseil de l'Europe déclare « Vous respectez pas les normes de base, puis vous montrez aucune volonté de le faire. » Aïe aïe! Ouais. La situation s'est tellement détériorée que le secrétaire général du Conseil de l'Europe a dû envoyer une lettre formelle de réprimande au ministre belge des Affaires internationales. C'est une humiliation totale sur la scène internationale. Mais concrètement, qu'est-ce qui reproche à la Belgique? Qu'est-ce qui justifie de tirer la sonnette d'alarme de même? Il y a des zones d'ombre très précises. Premier constat accablant, l'absence de déclaration de patrimoine réel pour les ministres. C'est-à-dire? Aujourd'hui, un ministre remplit une déclaration qui est genre une coquille vide. On n'inclut pas les dettes professionnelles, on déclare pas la valeur réelle des maisons, puis le patrimoine du conjoint n'est pas scruté. OK. Puis ces documents-là sont souvent déposés dans des enveloppes scellées à la Cour des comptes. Personne n'a le droit d'enquêter dessus. Fait que c'est matériellement impossible de détecter si un élu s'enrichit de manière illicite. Attends, des enveloppes scellées et... Tu peux littéralement doubler ta fortune en 5 ans, puis le système est fait pour fermer les yeux. Là. C'est fou. Quoi d'autre? Deuxièmement, il n'y a aucun registre public obligatoire pour les lobbyistes. On ne sait pas qui rend compte les ministres en privé. Puis troisièmement, le système des cabinets ministériels. L'administration publique est court-circuitée par des armées de conseillers nommés politiquement. Des fois, on parle de 100 collaborateurs pour un seul ministre. Puis là, je t'arrête parce que je me mets à la place de la personne qui écoute. Un gouvernement, ça gère des budgets de milliards, des transitions écologiques complexes. Avoir 100 conseillers pour rédiger des lois hyper techniques, c'est pas juste normal pour qu'un ministre fasse sa job? C'est une super bonne question. Le problème, c'est pas d'avoir des experts, c'est le mode de recrutement. Ces conseillers-là sont choisis à la discrétion totale du ministre ou de son parti. Il n'y a pas d'affichage public, pas de concours, puis surtout aucune vérification de probité avant leur embauche. Ah, fait que c'est des chums. Bien, c'est des nominations politiques. Ce sont ces personnes-là qui écrivent les lois puis qui gèrent les appels d'offres. Fait que quand tu as des centaines de personnes non élues, choisies pour leur loyauté au parti plutôt que par mérite, puis qui ont accès aux plus hautes sphères du pouvoir sans filtre éthique, bien, t'ouvres grand la porte au conflit d'intérêts. Ouais, je comprends la mécanique.
Mais ça soulève une grosse question. La Belgique, c'est un pays développé avec des juristes brillants. Si l'Europe tape du poing sur la table, pourquoi ils ne votent pas juste une loi sur la transparence demain matin? Pourquoi subir l'humiliation du Gréco? Pour comprendre ça, il faut regarder ce qu'on appelle la particratie consociative. C'est un terme académique pour expliquer comment la Belgique évite d'exploser. Le pays est super divisé linguistiquement, entre néerlandophones puis francophones. Ouais. Fait, pour garder la paix politique, le système a besoin de faire des compromis perpétuels. Puis ces compromis-là impliquent des échanges de faveurs. Genre, on paie pour votre tunnel en Flandre, mais vous acceptez des subventions pour notre industrie en Wallonie, puis on se partage les nominations publiques. Ah, fait que c'est du clientélisme à l'échelle industrielle? Exact. C'est la monnaie d'échange institutionnel. Si tu imposes une transparence totale sur le CAN, puis si tu fouilles dans le patrimoine des élus, tu détruis le moteur caché qui fait tourner le système. L'opacité, c'est pas un bug, c'est la fonctionnalité première. C'est ça qui leur permet de garder le pouvoir sans rendre de compte. C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Si une classe politique s'habitue pendant des décennies à opérer dans l'ombre pour se protéger, l'étape logique d'après, c'est que l'exécutif finit par se croire au-dessus de tout. Puis c'est notre dernier palier, celui qui est qualifié dans les documents de « véritable honte internationale ». Ouais, c'est le point de rupture. On parle de rapports où des hauts magistrats utilisent des termes comme désobéissance étatique ou même État voyou. Comment on en arrive là? Le summum de ce déraillement-là, c'est quand l'État décide sciemment de ne pas exécuter les décisions de ses propres tribunaux. On ne parle pas de manque de transparence ici. On parle du gouvernement qui lit un jugement valide, signé par un juge, puis qui dit « non, on le fera pas ». Puis l'exemple qui saute aux yeux dans nos dossiers, c'est la crise d'asile avec Fait d'asile. L'État a l'obligation légale de fournir un hébergement aux demandeurs d'asile. Mais pendant la crise, l'État a juste refusé. Les gens dormaient dans la rue, des ONG ont poursuivi le gouvernement, les juges ont condamné l'État avec des amendes par jour de retard, puis la réponse de l'État? Silence radio. Silence radio. On parle de plus de 11 000 condamnations judiciaires qui ont été balayées du revers de la main. C'est hallucinant. Le chiffre de 11 000 est stupéfiant. Ça prouve que c'est pas un accident, c'est une doctrine de gestion. L'État dit en substance « on n'a pas la capacité de le faire, fait que la décision de justice s'applique pas à nous ». Puis cette insubordination-là a mené à une condamnation retentissante par la Cour européenne des droits de l'homme, le fameux arrêt Camara. Ouais. La Cour a été super sévère. Elle n'a pas juste parlé d'un manque de lits, elle a qualifié ça de défaillance systémique. Elle a statué que l'État avait consciemment organisé cette carence-là. Mais comment c'est techniquement possible? Si moi je refuse de payer une contravention, la police va venir cogner chez nous, on va saisir mes comptes. Comment un gouvernement s'en tire avec 11 000 jugements ignorés? C'est ça la faille de l'État de droit quand l'exécutif déraille. Les juges n'ont pas de police à eux pour forcer le gouvernement à construire des centres d'accueil. La justice repose sur la coopération loyale des pouvoirs. Quand le pouvoir politique brise ce contrat-là, les juges sont désarmés. Puis ce qui est troublant, c'est que cette impunité-là déborde la question de l'asile. Il y a un autre exemple frappant avec les ventes d'armes. Le gouvernement wallon exporte des armes vers des pays en conflit. Le Conseil d'État belge, la plus haute cour, annule les licences d'exportation parce que c'est illégal. Qu'est-ce que fait le gouvernement wallon? Il passe un nouveau décret presque identique le lendemain pour contourner le juge, puis les armes partent pareil. Ouais, le Conseil d'État devient juste un petit ralentisseur. C'est ça. Là. Puis il y a aussi l'histoire des nuisances sonores de l'aéroport de Bruxelles. Les tribunaux condamnent l'État fédéral à payer des amendes parce que les vols de nuit dépassent les normes légales. Au lieu de régler le problème, l'État a tout simplement prévu un budget de 25 millions d'euros pour payer les amendes judiciaires. C'est le mépris total. C'est comme si un gars roulait à 150 km/h dans une zone scolaire tous les matins. La police lui donne un ticket. Puis au lieu de ralentir, le gars se fait un budget de 5 000 $ par année pour ses tickets en disant au juge que les limites de vitesse, c'est pour les autres. Sauf qu'ici, c'est l'État qui conduit la voiture. L'impunité est carrément budgétisée. La comparaison est parfaite. Puis les conséquences sur la société sont désastreuses. Les magistrats belges le disent eux-mêmes. L'État de droit, ça veut dire que l'État aussi est soumis à la loi. Si les ministres voient les jugements comme des avis facultatifs, c'est l'essence même du contrat social qui s'effondre. C'est clair. Pourquoi une personne ordinaire paierait ses impôts à temps ou respecterait un permis de construction si l'élite dirigeante s'assoit sur les lois quand ça ne fait pas son affaire? Cette asymétrie-là détruit la culture de la légalité. La loi est plus perçue comme une protection commune, mais juste comme un outil punitif pour discipliner les citoyens ordinaires, alors que
C'est une suggestion optionnelle pour l'élite. Faisons le point là-dessus pour synthétiser tout ça. Qu'est-ce qu'on observe? Une constitution avec un mandat libre qui a été contourné pour une particratie de fer. Ce système-là s'est enfermé dans un cairn opaque pour faire ses petits arrangements au point de se faire ramasser par l'Europe. Puis cette habitude-là a mité en un complexe d'intouchabilité où l'État méprise carrément les juges. C'est un résumé très juste. Puis l'impact est mesurable, hein? Les enquêtes montrent que la confiance des Belges dans les partis politiques s'est complètement effondrée. Ça joue entre 22 puis 39 selon les régions. C'est ça que les rapports appellent le syndrome du citoyen pigeon. Le monde a l'impression que leur seul job, c'est de voter tous les 5 ans puis de payer des impôts super élevés pendant que la caste politique fait ce qu'elle veut. Ouais, mais c'est vraiment important de le mentionner pour finir sur une note complète. Face à ce blocage-là, la société civile reste pas les bras croisés. Devant l'incapacité de l'État à se réformer, la Belgique est, ironiquement, devenue un des plus grands laboratoires mondiaux d'innovation démocratique, surtout avec le tirage au sort. Ah ouais? Un labo d'innovation au milieu de tout ça. Ça ressemble à quoi? Le meilleur exemple, c'est le modèle Ostbelgien par la communauté germanophone ou les commissions du Parlement bruxellois. Pour contourner les partis traditionnels, ils ont créé des conseils permanents formés de citoyens tirés au hasard. Ces citoyens-là étudient des dossiers, entendent des experts, puis font des recommandations qui forcent le Parlement à débattre publiquement. C'est vraiment fascinant. Un pays capable de générer des blocages aussi intenses, qui invente en même temps la porte de sortie. C'est comme l'anticorps démocratique qui s'active. Exactement. Ça réinjecte la parole citoyenne sans passer par le filtre des partis. Ça nous ramène à l'image de tantôt. Si des politiciens de carrière ont pris le contrôle de la machine au point d'ignorer les lois, ça pose une grande question pour quiconque écoute. Face à un système capturé de même, est-ce que le salut de nos démocraties, c'est d'éliminer les politiciens de carrière pour ces enjeux-là? Devrions-nous juste confier les clés à des citoyens choisis au hasard pour enfin rallumer la lumière puis reconnecter la machine? En tout cas, c'est une sacrée piste de réflexion à laisser mûrir. Sir, we are at launch. Turn your key. Sorry, I'm so sorry. Turn your key, sir. Imaginez un pays européen, un pays qui héberge les plus grandes institutions de l'Union européenne. Un endroit où l'on rédige les traités, où l'on donne de grandes leçons de démocratie au reste du monde. Ouais, le genre d'endroit qu'on s'attendrait à voir comme un modèle absolu de bonne gouvernance, mettons. Exactement. Mais, imaginez maintenant que ce même pays, avec ses beaux bâtiments officiels, se retrouve frappé par les mêmes procédures disciplinaires internationales que la Biélorussie. C'est fou quand on y pense. Surtout que ça ne s'est pas fait avec un coup d'État militaire ou des chars d'assaut dans les rues. C'est un effondrement de l'État de droit qui s'est passé de façon entièrement légale. Ben oui, à coup de règlements administratifs et de réunions à huis clos. C'est exactement ce qu'on explore dans notre plongée d'aujourd'hui. Je suis vraiment fascinée par notre source principale. Oui, le fameux dossier publié le 27 avril 2026. C'est ça, les 7 cercles de la décrépitude belge. C'est pas juste un texte d'opinion, hein. C'est un travail colossal. Les auteurs s'appuient sur des données de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, de Transparency International et de chercheurs universitaires. Et la mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça de manière chronologique, de voir comment on passe d'un simple petit dysfonctionnement administratif banal jusqu'à la honte internationale pure et simple. Fait que, comment on aborde ça? Pour vraiment comprendre, il faut chausser nos lunettes d'experts en droit constitutionnel. Ce que le dossier démontre, c'est que c'est pas une crise soudaine. C'est un système redoutablement logique où chaque cercle rend légalement et politiquement possible le cercle suivant. Fait que c'est structurel. Totalement. La Constitution elle-même sert de bouclier à cette dérive. OK, alors commençons par le commencement. Les fondations de ce système. Comment est-ce qu'on verrouille une démocratie à la base? Le premier cercle, c'est la discipline de fer, right? C'est en plein ça. En théorie, l'article 42 de la Constitution belge stipule que les parlementaires ont un mandat de libre. Ils sont censés voter selon leur conscience. Pour représenter la nation au complet. Exactement. Mais les données racontent une toute autre histoire. Les chercheurs utilisent un outil appelé le Rice Index pour mesurer la cohésion partisane lors des votes. En Belgique, cet indice est de 99,73 %. Attends un peu, 99,73 %. Donc, c'est littéralement du copier-coller. Les élus votent exactement ce que le chef de parti décide. Presque 100 % du temps, oui. Mais comment tu forces quelqu'un à faire ça si la Constitution garantit sa liberté de vote? OK, son article 42, il ne sera juste pas sur la liste aux prochaines élections. Ouch!
Sa carrière est terminée. Fait que la liberté existe sur papier, mais en pratique, c'est un suicide professionnel. Ouais. D'un point de vue constitutionnel, on appelle ça une inconstitutionnalité matérielle. Ça viole l'esprit absolu du texte. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de juge pour ça. Comment ça, il n'y a pas de juge? Mais les partis politiques se sont organisés sous la forme de simples associations de faits. Juridiquement, c'est comme des clubs privés. Ils échappent à tout contrôle institutionnel sur leur fonctionnement interne. Ce qui veut dire que le Parlement est complètement neutralisé. Il fait juste enregistrer les décisions prises ailleurs. Mais si les 150 députés servent juste à peser sur le bon bouton, la vraie décision se prend où? Dans l'ombre. Et c'est ça notre deuxième cercle, l'opacité. La discipline de fer permet de construire cette opacité. Les décisions se prennent dans ce qu'on appelle les cabinets ministériels. Et c'est quoi l'ampleur de ces cabinets-là? Selon les sources, c'est environ 2000 personnes qui travaillent là-dedans. Des conseillers embauchés de façon entièrement discrétionnaire, Sans affichage de poste, sans concours public. aucun concours public, aucune vérification d'intégrité ou d'antécédents. Ce sont des nominations politiques directes. Juste pour te donner une idée, en 2021, au niveau fédéral seulement, ça représentait un budget de 65,5 millions d'euros. Voyons donc, c'est comme si on avait un immense conseil d'administration où les directeurs élus n'ont pas le droit de parler, fait qu'ils engagent une armée de 2000 consultants de l'ombre pour diriger l'entreprise à huis clos. C'est une excellente analogie. Et ça, c'est sans parler de la consultance externe privée. Les sources parlent de 470 millions d'euros dépensés juste pour la région de Bruxelles sur une certaine période. On privatise la décision publique. C'est énorme, mais il n'y a pas des lois d'accès à l'information pour contrer ça? Ben justement, ils ont récemment bétonné cette opacité sur le plan légal. Le 12 mai 2024, une nouvelle loi a été adoptée, censée, soi-disant, moderniser l'accès aux documents. J'imagine qu'il y a une grosse passe-passe juridique là-dedans. Une faille monumentale, ouais. La loi crée une exception absolue pour tout document qui serait lié à une stratégie politique. Mais attends, le travail complet d'un ministre, c'est littéralement de faire de la politique. Exact. Ça permet de classer virtuellement n'importe quelle note ou discussion sous le sceau du secret. T'as juste à l'étiqueter comme stratégique. Et vu que le Parlement est sous le contrôle des partis, aucune opposition ne peut bloquer ça. Fait qu'aujourd'hui, la Belgique est classée où en termes de transparence? Les données la placent 122e sur 139 pays pour le droit à l'information. 122e. C'est alarmant. Fait qu'on passe au 3e cercle. Quand l'opacité devient la règle d'or, les radars internationaux doivent bien finir par clignoter, non? Ah, les vigies s'affolent, c'est clair. On entre dans la dérive mesurable. Transparency International a rétrogradé la Belgique de 8 points en 9 ans. Pour 2024-2025, leur score est de 69 sur 100. Ils qualifient même le pays de Significant Decliner. Et le rapport Liberties de 2026 place officiellement la Belgique parmi les États en déclin démocratique. En plus, on note un risque de 81 % de concentration des médias francophones. OK, je vais me faire l'avocat du diable une seconde ici. Un score de 69 sur 100 chez Transparency, si on compare ça à une note à l'école, c'est comme un bon C+. C'est pas la perfection, mais on est quand même loin d'une dictature. Pourquoi on traite ça comme une urgence constitutionnelle absolue? C'est une super bonne question. D'un point de vue constitutionnel, c'est pas le score brut qui est terrifiant. C'est la stagnation structurelle et l'impossibilité de corriger la trajectoire. Un score de 69 dans un système qui peut se réformer, c'est un avertissement. Mais là, ils peuvent pas se réformer. Exact. Les sources montrent que l'État était incapable de s'auto-corriger parce que les personnes qui profitent de l'opacité sont les seules qui ont le pouvoir de changer les règles. Ce qui nous amène directement au 4e cercle, les paradoxes intacts. Les contrôleurs qui se contrôlent eux-mêmes. Le fameux article 48 de la Constitution, explique-nous ça, parce que c'est hallucinant. L'article 48, c'est le summum de l'autoprotection. Ça dit que c'est le Parlement lui-même qui juge de la validité de l'élection de ses propres membres. C'est pas un juge indépendant ou un directeur général des élections, non? Non, ce sont les parlementaires eux-mêmes. L'affaire Muger-Mangango en 2020 l'illustre parfaitement. Un candidat rate son élection pour seulement 14 petites voix, mais on découvre plus de 21 000 bulletins de vote problématiques dans sa circonscription. C'est qu'il demande un recomptage, logiquement. Ouais. Et qui décide s'il a le droit à un recomptage? Laisse-moi deviner ses adversaires politiques qui ont gagné les sièges. C'est en plein ça. Évidemment, ils ont refusé. Il est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a lourdement condamné la Belgique. La Cour a dit que ça violait le droit fondamental à des élections libres. Et est-ce qu'ils ont changé la loi après ça? On est dans 2026 et aucune réforme n'a abouti.
L'article 48 est toujours là. Wow, c'est grave. Et j'ai vu dans le dossier que ce principe d'autocontrôle s'applique aussi à l'argent public. Ah oui, surtout à l'argent. Les partis reçoivent 188,3 millions d'euros de financement public. Pour certains, c'est une dépendance de 77 % à l'argent de l'État. Et la vérification de ces dépenses-là? Elle est faite par une commission composée de roulements de tambour parlementaires. Évidemment. Même les autres députés ont du mal à y avoir accès. Des boîtes en carton avec écrit secret dessus en 2026. On dirait un mauvais film d'espionnage. Mais si on accumule tout ça, la discipline aveugle, les cabinets opaques, l'argent gardé en secret, la digue va finir par céder, non? C'est un terrain de jeu parfait pour les scandales. Totalement. Et c'est notre 5e cercle, l'effondrement moral et les scandales avérés. Les structures mêmes rendent ces détournements possibles par conception. Les sources parlent de l'affaire Publifin, Netis et du SAMU social. Parlons du SAMU social parce que c'est particulièrement révoltant. C'est l'organisme d'aide aux sans-abri, right? Oui, des administrateurs, incluant l'ancien maire de la capitale, ont mis en place un système de jetons de présence pour des réunions qui, souvent, n'avaient même pas lieu. C'est dégueulasse. Ils se sont partagés 350 000 euros, de l'argent directement puisé dans les dons des citoyens, censés payer des couvertures et de la nourriture pour les sans-abri. Mais où étaient les garde-fous? Comment ça a pu durer? C'est l'effet cumulé des premiers cercles. Ces organismes parapublics ont une énorme autonomie de gestion. Les conseils d'administration sont remplis de mandataires politiques placés là par la logique de parti. Tout se fait dans l'opacité. Fait que personne regarde les comptes. Et quand ça finit par éclater, avec Publifin ou SAMU social, est-ce que la justice agit vite? Pas du tout. La lenteur judiciaire est extrême. Pour l'affaire du SAMU social qui a éclaté en 2017, il a fallu attendre 9 ans. 9 ans? Ouais, 9 ans avant que le dossier soit simplement renvoyé devant un tribunal correctionnel en 2026. Pendant ce temps-là, la pression retombe et les acteurs continuent leur carrière. OK, mais mettons qu'un dossier se rend jusqu'au bout. Un juge frappe du poing sur la table et condamne l'État. D'après le dossier, on assiste au 6e cercle, la désobéissance d'État. C'est le palier critique, oui. L'État décide simplement de l'ignorer. Quand je lisais ça, l'image qui me venait en tête, c'est comme un match de soccer. Un joueur commet une faute brutale, l'arbitre lui sort un carton rouge direct, mais le joueur regarde l'arbitre, dit « Non, ça me tente pas », puis continue de courir sur le terrain avec le ballon. C'est une super bonne image. Mais constitutionnellement parlant, c'est encore pire. C'est comme si le joueur avait écrit avant le match une règle disant qu'il ne peut pas être expulsé. L'article 40 exige que les jugements soient exécutés pour garantir la séparation des pouvoirs, mais l'exécutif a trouvé une passe-passe. L'histoire des demandeurs d'asile est effarante. Les sources parlent de plus de 16 000 condamnations depuis 2021 pour défaut d'hébergement. 16 000! Exact. Les tribunaux ont imposé des astreintes, des amendes qui ont atteint 278,5 millions d'euros. Et la ministre a fait quoi? Elle a affirmé publiquement qu'elle, et je cite, « ne peut ni ne veut payer ». Voyons donc. Si moi je ne paie pas mes impôts, un huissier va venir saisir mon compte en banque. Pourquoi le juge ne fait pas saisir les comptes de l'État? À cause de notre joueur qui a modifié les règles. L'État utilise l'article 1412 bis du Code judiciaire. Cet article dit que les biens de l'État sont insaisissables pour garantir la continuité du service public. Ils utilisent une loi prévue pour protéger les hôpitaux de la faillite pour se protéger eux-mêmes de leur propre violation des droits humains. Exactement. Le juge peut condamner, mais il n'a aucun pouvoir coercitif. Et c'est la même chose pour la surpopulation carcérale. 12 ans après l'arrêt Vasilescu, il y a encore 614 personnes qui dorment à même le sol dans les prisons belges. C'est un refus institutionnel pur et simple. Mais le système de justice doit réagir à ça. Les juges peuvent pas juste accepter de se faire ignorer comme ça. Ils ont réagi. En octobre 2025, on a eu un événement historique. La Cour de cassation, la plus haute cour, et les collèges des procureurs ont publié un communiqué commun pour dénoncer une atteinte grave à la séparation des pouvoirs. Quand ton appareil judiciaire doit sortir un communiqué de presse pour supplier le gouvernement d'écouter les juges, c'est que l'état de droit va vraiment mal. Il est en mort clinique, carrément. Ce qui nous propulse vers le dernier palier, le cercle 7, l'aboutissement, la honte internationale. Un État qui refuse de se soumettre à ses propres juges perd toute crédibilité. On revient à l'introduction avec la Biélorussie. Les tribunaux internationaux ont fini par réagir fortement, non? Oui.
La Cour européenne des droits de l'homme, avec l'arrêt Camara en 2023, a utilisé des mots cinglants. Il parle de carence systémique et d'une situation incompatible avec le principe de l'état de droit. Ils ont imposé plus de 2200 mesures provisoires. Et le Conseil de l'Europe en a rajouté une couche avec le Gréco. Le Gréco a activé la règle 32 par 2 fois contre la Belgique. C'est une procédure de non-conformité ultra rare. Et c'est là que la comparaison avec la Biélorussie prend tout son sens. Exactement. Avant la Belgique, la seule déclaration publique de ce type visait la Biélorussie. C'est un palier infamant. C'est ça qui crée une dissonance cognitive énorme pour ceux qui nous écoutent. La Belgique héberge les institutions européennes. Comment l'Union européenne peut faire la morale sur l'état de droit à la Hongrie ou à la Pologne quand la Belgique a 16 000 condamnations non exécutées sur son propre sol? C'est une grande hypocrisie diplomatique. Mais si on connecte tout ça à l'analyse globale, cette honte internationale, ce n'est pas un accident de parcours. C'est l'aboutissement mécanique. Le système tient ensemble ou s'effondre ensemble. C'est en plein ça. On ne peut pas régler la désobéissance d'État du cercle 6 ou la honte du cercle 7 sans démanteler l'opacité du cercle 2 et la discipline partisane du cercle 1. C'est un seul et même bloc. C'est tellement fascinant, puis en même temps c'est glaçant. En fait, cette exploration cartographie parfaitement comment une démocratie moderne s'érode. C'est pas un coup de téta du jour au lendemain. Non. L'effondrement se fait à coup de procédures administratives, d'articles de loi non révisés et de petites boîtes en carton secrètes. C'est pour ça que toute personne qui s'intéresse au fonctionnement de nos sociétés devrait s'en soucier. Ça documente la mécanique interne du recul démocratique. Les institutions utilisent la loi elle-même pour organiser leur propre impunité. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice pour notre auditoire. Si les institutions utilisent la Constitution et les lois pour échapper aux juges et verrouiller le système légalement, est-ce que la solution peut vraiment encore venir de réformes légales? Ou est-ce que la société civile va devoir réinventer complètement le contrat social en dehors de ce cadre institutionnel-là? C'est toute la question. Quand le système est verrouillé de l'intérieur, les solutions traditionnelles ne marchent plus. C'est une pensée lourde de conséquences. Fait qu'on va laisser les gens réfléchir là-dessus. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée approfondie. C'était vraiment toute une analyse. Faut vraiment se mettre la scène en tête. On est en plein cœur de ministère européen, un mardi matin, tout ce qu'il y a de plus normal, tu sais, puis soudainement, il y a des huissiers de justice qui débarquent. Ouais, juste comme ça. Juste comme ça. Ils commencent à saisir physiquement les chaises, les ordinateurs, les bureaux, puis même les machines à café des fonctionnaires. C'est quand même une image incroyable. C'est fou. Leur but, c'est de vendre tout ça aux enchères. Puis pourquoi? Ben parce que l'État refuse de payer ses propres dettes judiciaires. Ouais, on dirait une mauvaise blague. Totalement. Ce scénario-là, qui est complètement surréaliste, ben c'est pas dans une dictature lointaine. Ça se passe en Belgique, en plein mois d'avril 2026. Et vraiment une image frappante. Puis c'est exactement ce qui rend la situation actuelle tellement fascinante d'un point de vue constitutionnel. Oui. Tu sais, on parle ici d'un pays qui est un membre fondateur de l'Union européenne, un pays qui héberge les plus grandes institutions supranationales à Bruxelles. C'est pas rien. Non, vraiment pas. C'est une nation qui, traditionnellement, projette vraiment l'image d'un paragon de la démocratie libérale, toujours très prompte à faire la morale puis à pointer du doigt les dérives chez ses voisins comme la Hongrie ou la Pologne. Ah, c'est clair. Puis pourtant, ben, quand on regarde les documents qu'on a sur la table pour notre plongée d'aujourd'hui, c'est tout un contraste. Au fouet. Les analystes puis les juristes décrivent carrément la Belgique comme, je cite, un véritable laboratoire de l'illégalité étatique. C'est un paradoxe géopolitique colossal, tu sais. Exactement. Fait qu'on va explorer un rapport constitutionnel et sociologique hyper exhaustif qui vient tout juste de paraître. Ça modélise comment ce pays-là, qui est historiquement réputé pour sa grande culture du compromis, ben, a muté pour devenir un système complètement paralysé. En 5 strates distinctes en plus. Ouais, les 5 strates du déclin. Mais juste avant de plonger là-dedans, je veux poser une balise hyper importante pour les gens qui nous écoutent. Oui, je suis prête à parier que c'est sur l'impartialité,
C'est crucial de le mentionner. Totalement. Les documents qu'on examine aujourd'hui, ils abordent des dynamiques sociales extrêmement récentes, puis des politiques économiques qui polarisent énormément la société belge en ce moment. C'est très tendu, oui. Fait que notre objectif ici, c'est absolument pas de prendre parti. T'sais, on n'est ni pour la gauche, ni pour la droite. On enfile nos lunettes de constitutionnaliste, puis on analyse factuellement les rouages institutionnels et les constats objectifs des experts. C'est ça, hein? On regarde la mécanique, pas l'idéologie. Bon, on va décortiquer tout ça. Parce que, honnêtement, pour comprendre comment on en arrive à se faire saisir ces machines à café par des huissiers, faut retourner à la base. D'accord avec toi. D'où ça vient, ce fameux modèle de compromis belge à l'origine? Bien, il faut comprendre que la Belgique, à la base, c'est une société qui est extrêmement fragmentée. C'est traversé par des clivages linguistiques super évidents, francophones d'un bord, néerlandophones de l'autre, mais il y a aussi des clivages philosophiques puis socio-économiques très profonds. OK. Fait que pour éviter que le pays implose au 20e siècle, les élites politiques ont créé ce qu'on appelle la démocratie consociative. C'est basé sur un système de... le terme, c'est la pilarisation. La pilarisation, autrement dit, la société était divisée en gros piliers étanches, c'est ça. Exactement. Il y avait le pilier catholique, le pilier socialiste, puis le pilier libéral. Et tu sais, ces piliers-là géraient la vie des citoyens littéralement du berceau jusqu'au tombeau. Voyons donc, à ce point-là? Ah oui? Selon le pilier auquel ta famille appartenait, t'allais dans une école spécifique, t'étais soigné dans un hôpital spécifique, t'adhérais à un syndicat spécifique, puis même à une mutuelle de santé spécifique. C'est capoté. Le but, c'était vraiment de pacifier la base en évitant les frictions directes, puis laisser les chefs de ces piliers-là négocier les grands compromis au sommet de l'État. C'était un modèle conçu sur mesure pour acheter la paix sociale. Ouais, en gros, oui. Sauf que, selon les auteurs du rapport, avec le temps, cette machinerie-là a complètement dérapé. Les appareils politiques ont fini par phagocyter l'État au point de créer un vrai monstre bureaucratique. La fameuse première strate du déclin. Exact. Le rapport parle d'une lasagne institutionnelle, puis les chiffres sont juste hallucinants. Tu sais, on parle d'un pays d'environ 11,6 millions d'habitants. C'est à peine plus gros que le Québec en termes de population. Oui. Puis pour gérer ce monde-là, ils ont 6 gouvernements et parlements distincts, 581 communes, puis 323 structures intercommunales, souvent hyper opaques. Et le summum de cette complexité-là, c'est vraiment la région de Bruxelles-Capitale. Ah oui, parlons-en de ça. Il faut imaginer un territoire d'à peine 162 km². C'est minuscule. C'est vraiment petit. Pourtant, c'est divisé en 19 communes distinctes. Les analystes appellent ça les 19 baronnies. Chacune a son propre bourgmestre, c'est l'équivalent du maire, son propre collège, ses propres majorités politiques. C'est un enchevêtrement qui garantit pratiquement l'immobilisme. Mais attends, c'est là que j'ai un peu de misère à comprendre. L'exemple de la récente crise de bruxelloise dans le document, c'est ahurissant. Ah oui, les élections 2024. Ouais. Les élections régionales ont eu lieu le 9 juin 2024. Il y a eu tellement de vétos croisés entre les partis que la région a carrément frôlé la faillite technique à la fin de 2025. Un vrai shutdown des services publics. Exactement. Il a fallu attendre le 12 février 2026 pour avoir enfin un gouvernement. On parle d'un record de 613 jours de paralysie. C'est énorme. C'est comme avoir 6 capitaines sur un même navire qui tiennent tous un petit bout du gouvernail. T'sais, le bateau coule pas tout de suite, mais il est totalement incapable d'éviter l'iceberg. C'est une super bonne analogie. Mais pourquoi ils s'obstinent à garder un système aussi dysfonctionnel si tout le monde voit que ça marche pas? Bien, ce qui est absolument fascinant ici, c'est la mécanique invisible derrière tout ça. En sciences politiques, on appelle ça le policy feedback ou la rétroaction des politiques publiques. OK. En termes simples, cette fragmentation infernale-là, c'est pas un bug du système. C'est une fonctionnalité qui est voulue et entretenue. Ah, tu veux dire que la complexité sert à quelqu'un, dans le fond? Totalement. En multipliant les niveaux de pouvoir, les partis dominants créent des milliers de mandats locaux. Ça leur permet de préserver leur micro-pouvoir puis de récompenser leurs membres. C'est payant pour eux. Vraiment. Mais surtout, le policy feedback, ça crée de l'apathie chez les citoyens. Le système est tellement complexe que l'électeur moyen abandonne l'idée même d'essayer de comprendre qui fait quoi. Ouais, ça devient trop lourd. Puis si personne comprend, personne peut être tenu responsable. Si tout le monde est responsable, personne ne l'est. Précisément. Le rapport illustre ça super bien avec les grandes crises sanitaires du début des années 2020.
À un moment donné, la Belgique s'est retrouvée avec 9 ministres de la Santé différents. 9? 9. Ils émettaient des directives contradictoires, ils se marchaient sur les pieds, puis la chaîne de commandement était juste illisible. C'est le prix direct de cette dilution calculée-là. Ouf! Ce qui nous amène logiquement à la deuxième strate, qui est un constat assez troublant. Si cette fameuse lasagne sert à protéger les partis, on comprend vite comment ces mêmes partis-là ont réussi à confisquer tout le pouvoir législatif. L'hégémonie particratique. C'est ça. Les auteurs du rapport s'attardent beaucoup sur une illusion juridique, l'article 42 de la Constitution belge. Ouais. En théorie, cet article-là dit qu'un député élu est indépendant puis représente toute la nation, pas juste son petit groupe. Mais dans les faits, la discipline de vote atteint 99,73 %. C'est quasiment du 100%. Les députés, c'est juste un député presse-bouton, rendu là. Mais comment ils font pour forcer une obéissance de même? C'est là que la structure de pouvoir devient presque féodale, tu sais. Les présidents de partis contrôlent la composition des listes électorales puis le financement des campagnes. Le nerf de la guerre. Exact. Si un député ose voter selon sa conscience ou s'opposer à la ligne du parti, il est tout simplement rayé de la liste pour les prochaines élections. C'est la mort politique. Assuré. Conséquence de ça, le véritable pouvoir a complètement déserté l'hémicycle du Parlement. Il s'est réfugié dans ce qu'on appelle le Carne. Ah, le fameux Carne. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que on dit un scénario de thriller. C'est quoi exactement ça? Le Carne, c'est le Conseil des ministres restreint. Mais la réalité constitutionnelle est un peu glaçante. Pourquoi? Parce que ce Carne-là, il n'a aucune existence formelle claire dans les textes. C'est un organe de l'ombre piloté par des présidents de partis qui, pour la plupart, sont même pas élus au gouvernement exécutif. Voyons. Ils s'enferment à huis clos le week-end, ils décident de l'intégralité des lois, des budgets, des nominations, puis ensuite ils transmettent la commande au Parlement qui valide le tout à 99,73 %. C'est une chambre d'enregistrement? Oui. Puis le pire détail là-dedans, ce Carne-là ne produit aucune archive officielle de ces réunions. Quoi? Aucune trace écrite des débats. Rien du tout? Mais attends une minute, on est en plein cœur de l'Europe, là. Si un Parlement s'ajuste à tamponner aveuglément des décisions prises par un gouvernement fantôme sans archives, est-ce qu'on peut légitimement continuer à appeler ça une démocratie parlementaire? C'est la grande question. Ça doit coincer au niveau européen, non? Vous avez mis le doigt sur la faille. La justice européenne commence vraiment à encercler cette dérive-là. Le rapport fait un parallèle brillant avec une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Tomenko contre Ukraine de juillet 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Dans ce cas-là, un parti politique avait purement et simplement révoqué le mandat d'un de ses députés parce qu'il refusait de suivre la ligne. OK. La Cour de Strasbourg a frappé fort. Elle a statué qu'un parti peut en aucun cas s'élever au-dessus de l'électorat souverain, ni dicter la conduite d'un élu. Donc, ce que fait la Belgique, de façon officieuse, avec sa discipline à 99 %, c'est exactement ce que l'Europe a condamné. Dans l'esprit de la loi, oui. Puis cette particratie-là s'infiltre partout, même dans la diplomatie. Ah ouais? Oui. Le rapport cite la réforme d'avril 2024 sur les consuls honoraires belges. Avant ça, c'était des postes viagers, à vie. Non. Oui, ça servait de voie de garage dorée pour récasser les amis des partis. Il a fallu que le Conseil d'État intervienne puis annule carrément des missions spéciales à l'étranger pour forcer le gouvernement à limiter ça à 10 ans. Seigneur. Ce qui m'amène à la troisième strate. Parce que le rapport explique très bien qu'un gouvernement de l'ombre qui laisse pas d'archives, par définition, ça a horreur de la lumière. La transparence, c'est pas leur fort. Vraiment pas. Cette concentration du pouvoir s'accompagne d'un refus structurel d'être transparent. Puis les classements internationaux fessent fort. Le fameux RTI rating, qui mesure le droit d'accès à l'information, place la Belgique au 119e rang sur 136 pays. 119e. Littéralement derrière des régimes autocratiques. Puis si on regarde juste l'Europe, une étude d'Access Info Europe d'août 2025 les classe bonne dernière. 15e sur 15. C'est gênant. C'est faux. Surtout avec cette histoire de plis scellés. Faut que tu nous expliques ça parce que c'est difficile à croire. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est un mécanisme unique. Dans la plupart des démocraties européennes, le patrimoine des élus est rendu public. Le but, c'est d'éviter les conflits d'intérêts ou l'enrichissement illicite. Normal. En Belgique, la loi oblige les élus à déclarer leur patrimoine. Mais... Il y a un mais. Cette déclaration-là doit être glissée dans une enveloppe physiquement scellée
puis envoyée à la Cour des comptes. Fait que personne la lit. Personne, ni les citoyens, ni les journalistes peuvent l'ouvrir. Le seul moyen de briser le sceau, c'est si un juge d'instruction a déjà ouvert une enquête pénale pour corruption. Mais c'est le monde à l'envers. C'est un coffre-fort qui protège l'élu au lieu de protéger la société. Totalement. Mais comment l'Europe tolère ça du pays qui héberge ses propres institutions? Ben, elle le tolère de moins en moins. C'est là qu'intervient une procédure vraiment redoutable. Le GRECO, c'est l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, a officiellement déclenché la fameuse règle 32 contre la Belgique. C'est quoi les implications de cette règle 32-là? Pour faire simple, c'est l'équivalent d'une mise sous tutelle diplomatique pour défaillance systémique. Ouf! C'est l'arme nucléaire du GRECO. Ils ont constaté que l'État belge refusait d'encadrer les lobbyistes, puis refusait de clarifier le recrutement dans ses cabinets ministériels. La règle 32, c'est un ultimatum Ils ont jusqu'à quand? jusqu'à novembre 2026. Fait que dans quelques mois à peine. S'ils ne prouvent pas des avancées, le Conseil de l'Europe va faire une déclaration publique de non-conformité. Ça ruinerait la réputation internationale de la Belgique. Ça n'y est pas. Puis ça nous mène à la 4e strate. Jusqu'ici, on parle beaucoup de mécanique politique, de procédures européennes. On pourrait se dire, bon, c'est des problèmes de politiciens entre eux. C'est abstrait. Exact. Mais ce que le rapport souligne, c'est que ça a des répercussions brutales sur la vie des gens ordinaires. L'État, qui est hyper permissif envers lui-même, devient un vrai rouleau compresseur avec ses citoyens les plus vulnérables. C'est la justice de classe. C'est un des points les plus durs du rapport. Les chiffres sur le traitement de la fraude sont capotés. Le gouvernement déploie des moyens colossaux, du data mining, 15 000 contrôles ciblés en 2024, pour récupérer quelques centaines de millions en fraude sociale. Souvent des chômeurs. Ouais. Mais de l'autre bord, face à la grande évasion fiscale des multinationales, qui est estimée à près de 30 milliards d'euros par an, 30 milliards? l'État abandonne le terrain. Le ratio est de 1 à 120. C'est comme mobiliser les squads tactiques pour un gars qui vole une pomme puis laisser la porte de la banque grande ouverte pour les millionnaires. Puis ce qui rend ça socialement explosif, c'est le scandale du plafond Winings. Ah oui, explique-nous ça. Le plafond Winings, c'est la limite légale absolue pour les pensions du secteur public. Ouais. Et la presse a découvert qu'un groupe de députés avait créé une ASBL, une association sans but lucratif, à l'intérieur même du Parlement. Ben voyons donc. Une structure totalement opaque. Puis le but, se verser des suppléments de pension illégaux en inventant le concept de rente fictive. Des rentes fictives. Ouais. Certains élus rentraient chez eux avec des retraites de 16 500 € par mois. 16 500 € par mois. Oui, loin au-delà du plafond. Puis le pire, selon un document, c'est que même si ça a été stoppé en 2024, l'argent perçu illégalement pendant une décennie n'a jamais été remboursé. Jamais. L'impunité totale. Puis ce contraste-là devient vraiment toxique quand on regarde la coalition gouvernementale Arizona, formée en février 2025. Oui, la fameuse coalition. Pour pallier le déficit, ils ont opté pour un néolibéralisme autoritaire. C'est un grand mot. Concrètement, pour le travailleur moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire une norme salariale bloquée à 0 %. C'est illégal d'augmenter les salaires au-delà de l'indexation. Ils ont dérégulé le travail de nuit, cancellé les pensions puis le chômage, mais ils ont largement épargné les grandes fortunes. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond? Le rapport est clair. C'est la perte de confiance absolue. Comment tu peux exiger du monde qu'ils acceptent de faire des sacrifices quand ceux qui votent les lois s'octroient des pensions illégales sans s'être inquiétés? Le pacte social est brisé. Puis ça nous amène à la 5e strate, le stade terminal du déclin. C'est la honte internationale, l'État voyou. Oui, on arrive à un point où l'État décide ouvertement de plus respecter ses propres lois. Le concept de désobéissance budgétisée, c'est effrayant, ça. Très. L'État se fait condamner, puis au lieu d'appliquer la décision, il inscrit l'amende dans le budget national comme un coût d'exploitation ordinaire. C'est hallucinant. Comme la crise de l'asile avec Fédasile. Le dossier Fédasile, c'est le cas d'école. L'État a l'obligation de loger les demandeurs d'asile. Mais le gouvernement a décidé de pas le faire, laissant des milliers de personnes dormir dans la rue en plein hiver. Puis les tribunaux ont sévi. On parle de plus de 11 000 condamnations contre l'État belge à la fin 2024. C'est sans précédent. Avec des astreintes qui s'accumulent à près de 278,5 millions d'euros. Puis le gouvernement refuse de payer.
Ce qui a valu à la Belgique de se faire ramasser par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu l'arrêt Camara en 2023, puis d'autres en 2025 et 2026. La Cour dénonce une véritable carence systémique. Ce qui nous ramène à notre image du début. Les huissiers qui saisissent les chaises dans les ministères pour payer les dettes. C'est ça. Puis ça s'étend. Ils refusent de respecter les lois sur le bruit des avions, 25 millions d'amendes payées, ou ils contournent le Conseil d'État sur les exportations d'armes. C'est devenu un mode de gestion. Et cela soulève une question fondamentale. Un État qui a le monopole de la force légitime, mais qui doit être contraint par cette même force de respecter ses propres lois. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un État de droit? La question se pose vraiment. Face à un constat aussi accablant, on s'entend que des petits ajustements cosmétiques, ça suffira pas. Il faut rebâtir les fondations. Les auteurs du rapport proposent une thérapie de choc. Qu'est-ce qu'ils suggèrent concrètement? D'abord, abolir l'armée de l'ombre des cabinets ministériels pour une fonction publique neutre. Ouais. Ensuite, créer une autorité déontologique indépendante avec de vrais pouvoirs de sanction. Fini les enveloppes scellées. Exact. Pour la paralysie, ils veulent simplifier le pays en 4 entités égales pour éviter les crises de 113 jours. Ouais. Mais surtout, engager la responsabilité pénale puis financière personnelle des ministres qui refusent d'exécuter les jugements. Ah, ça changerait la game assez vite, je te le dis. Bon, avant de se laisser, tu sais, il y a une réflexion inédite qui m'est venue en lisant ça. Je t'écoute. Si un gouvernement, peu importe lequel, commence à inscrire délibérément dans son budget les millions d'amendes qu'il compte payer pour violer la loi l'année suivante, est-ce que la notion même de justice existe encore pour l'État? C'est très philosophique, mais très pertinent. Ou bien est-ce que le droit, c'est juste devenu un produit de luxe, une option tarifée que les puissants choisissent d'acheter ou d'ignorer selon leurs moyens financiers? Ouf! C'est une excellente question. C'est une idée à méditer, je pense. C'est ce qui conclut notre exploration approfondie des sources d'aujourd'hui sur cette démocratie qui est clairement à la croisée des chemins. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cette écoute attentive et puis on se retrouve à la prochaine plongée.